Merci. La stratégie sur la Dordogne, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, elle s'est structurée au fur et à mesure des éléments de diagnostic qui ont été accumulés depuis des années. Donc, alors, là, les éléments qui figurent un peu sur la diapo retracent aussi un peu les éléments stratégiques qui ont été développés depuis les années 80-90, antérieurement à l'Épidore, hein, puisqu'il y avait déjà des interventions qui étaient menées essentiellement par les pêcheurs, fédération de pêche, pêcheurs professionnels, qui étaient d'ailleurs à l'époque accompagnés par le CSP pour la restauration des annexes hydrauliques, pour compenser quelque part l'incision du lit, avec des objectifs de restauration essentiellement piscicoles. Des actions ont été menées par l'État, gestionnaire du DPF, et par des syndicats dans certains secteurs qui intervenaient sur le domaine public pour la dévégétalisation de bancs en lien avec une forme d'entretien en fait, qui n'est pas véritablement liée à des problématiques d'inondation, puisque sur la Dordogne, il n'y a plus de problématiques d'inondation depuis la construction des grands barrages. Toutes les crues sont laminées et il n'y a pas eu de crues jusqu'à présent suffisamment importantes pour dépasser l'effet de d'écrêtement de crues des grands barrages, mais plutôt par rapport à une vision de risque, de bancs qui se végétalisent, qui créent des potentiels divergences de courant vers les berges et donc qui favoriseraient les effondrements de berges. Dans ces années-là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il y avait vraiment encore une espèce de traumatisme sur les effondrements de berges et la tentative d'ajustement de la rivière suite aux extractions. Ensuite, on a donc des choses qui sont structurées autour de ce qu'on a appelé la convention éclusée, donc une convention passée avec EDF, l'agence de l'eau et l'État, qui a, donc je l'ai dit, compris des volets, je n'ai peut-être pas détaillé, mais qui comprenait un volet d'action sur les débits, donc principalement lisser le régime d'éclusée à l'aval des barrages, en particulier sur les secteurs, sur les saisons, les moments, les périodes les plus sensibles pour la faune aquatique, le printemps notamment, avec voilà, toutes les phases de reproduction de poissons, mais aussi d'invertébrés, d'amphibiens, etc. Qui comprenait aussi un volet plus expérimental, mais d'intervention sur les milieux, d'intervention dans le but de diminuer un peu leur sensibilité à ces variations de débit. On a aussi, dans le cadre de cette convention, expérimenté des réinjections ciblées de matériaux, alors très ciblés, hein, avec plutôt des petits volumes, mais très ciblés sur des secteurs à fort enjeu écologique, comme des frayères de poissons, dans les parties aval média des barrages, où finalement le transit sédimentaire étant interrompu, l'état sédimentaire de ces zones de frayère se dégradait progressivement. Alors, il n'y avait pas d'ailleurs, au début des premières expérimentations, il n'y avait pas véritablement de diagnostic sur l'état de dégradation sédimentaire. C'était un peu empirique, mais il y avait il y a eu une approche expérimentale de dire, voilà, on va faire des réinjections, on va voir comment ça se passe. Et effectivement, tous les secteurs sur lesquels on restaurait de la granulométrie plus fine étaient très larges. On avait l'impression que les poissons préféraient ces endroits-là, il y avait des activités de reproduction presque plus importantes, bien plus importantes qu'ailleurs, et vraiment, ils ciblaient ces secteurs-là. Donc, on a eu une opportunité de mener un programme d'assez grande ampleur qui s'est appelé IBD, pour un cible pour Initiative Biosphère Dordogne, qui a été un programme contractualisé et mené avec l'appui d'EDF de 2013 à 2015,
où là, on a véritablement, on est passé à une autre échelle d'expérimentation de travaux de restauration. Alors là, on est sur des travaux qui sont, contrairement à la stratégie de l'Aude, très coûteux en fait, parce que on a des contraintes très fortes. On a les barrages qui interrompent complètement le transit sédimentaire. On a des fosses d'extraction qui sont encore présentes, donc un déficit. Et on n'a plus d'énergie. C'est-à-dire que voilà, les crues sont laminées, donc la rivière n'a pas la capacité de remobiliser elle-même toute seule. Donc, c'est un peu une compensation de travaux, finalement, qui vise à restaurer des milieux qui, avec la dynamique actuelle, je ne dirais même pas prendrait des centaines d'années à se reconstituer, mais pourrait presque peut-être même pas se reconstituer. Enfin, en tout cas, on est à des échéances, à des échelles complètement. Voilà, mais enfin, en tout cas, ce type de travaux a été mené dans le cadre d'une convention qui ont permis de mobiliser des financements relativement importants, puisque les conventions IBD ont permis de mobiliser des budgets de 2 millions par an. Il y avait 1 million consacré par EDF et 1 million consacré par l'Agence de l'eau, répartis sur différents projets. Donc ça a permis d'expérimenter un certain type d'intervention qu'on a décidé ou cherché à poursuivre et pour lesquels on a recherché un outil financier en fait, qui nous permettait de le mener. Donc, on a ciblé les projets LIFE européens, ce qui nous a permis donc, de monter le fameux projet dans le cadre duquel on travaille ici, et avec un panachage d'actions, de restauration d'annexes, de restauration de sites de gravières, de plaines alluviales, d'injections, etc. Alors, tout ça, c'est en fait une stratégie qui s'est construite au fur et à mesure. Je reviens un peu comment c'est la question, peut-être la question des besoins supplémentaires pour l'opérationnalité. Donc, finalement, on n'a pas été limité par des... C'est-à-dire qu'on est rentré dans l'opérationnalité avec les moyens qu'on avait, avec les connaissances qu'on avait, et on est rentré sur des... Enfin, on a bâti une stratégie qu'on a appuyée donc sur des éléments de diagnostic, parfois partiels qu'on avait, mais enfin des convictions. Et on a néanmoins été chercher à étayer cette stratégie, ou en tout cas étayer les bases qui nous permettaient d'appuyer cette stratégie, voire de la développer. Et c'est un peu dans cet état d'esprit-là qu'on s'est engagé dans le travail de la thèse, sur l'idée de la thèse qui a été développée avec le labo EVS de Lyon et donc avec la thèse de Fabien. Donc, cette thèse, elle est venue conforter les diagnostics qu'on a faits. Elle est venue non seulement les conforter, mais elle les a précisés, elle les a chiffrés, elle les a quantifiés, en fait. Elle les a quantifiés, ça c'est un élément important. Ça nous a amené des éléments pour permettre de relativiser les types d'actions qu'on menait. Au rythme où on va là, est-ce qu'on compense ne serait-ce que des phénomènes qui sont encore en cours et des tendances en cours? Ou est-ce qu'on ralentit une évolution? Ou est-ce qu'on restaure, ou est-ce qu'on reconquiert, on restaure une situation, mais de façon très ciblée seulement sur certains sites, sans rien changer au moteur général? Voilà, donc cette thèse, elle nous a permis de relativiser ce diagnostic complémentaire, et il nous a aussi permis de réfléchir pour la suite, parce que ce diagnostic quantifié beaucoup plus solide nous donne maintenant nous donne aussi des niveaux d'ambition qu'on pourrait viser pour une action plus structurée, plus complète, sur la résorption, par exemple, des pièges à sédiments que constituent les fosses d'extraction qui ne sont pas encore totalement comblées. Donc, on commence à avoir des idées déjà sur leur état de comblement approximatif. Alors ça pourrait être aussi des voies de diagnostic complémentaires sur l'état de comblement de ces fosses d'extraction. C'est une des pistes à laquelle on réfléchit. Et puis,
on commence à réfléchir à des stratégies qui pourraient accélérer les comblements de ces fosses, par exemple, ou des moyens de réinjecter d'ailleurs, des moyens de réinjecter de façon plus massive des matériaux dans la rivière, soit au niveau de ces fosses, soit sur d'autres secteurs. Mais dans ce cas-là, en développant peut-être des stratégies d'action différentes, de mobilisation de matériaux sur la plaine alluviale dans des proportions très importantes, là aussi. Et donc coûteuses, et donc ça veut dire, c'est peut-être des stratégies c'est des stratégies qu'on n'est sans doute pas en mesure de mener tout seul, mais qu'on peut peut-être, en tout cas, qu'on réfléchit peut-être à mener dans le cadre de partenariats, par exemple, avec des professionnels des matériaux. Et c'est pourquoi, entre autres, ces réflexions sont, entre autres, conduites dans le cadre du LIFE avec l'UNICEM, la fédération, l'union des fédérations des professionnels des carrières et matériaux. Et peut-être, pourquoi pas, concevoir sur certains secteurs où on a des fortes incisions, mais des matelas alluviaux en plaine alluviale relativement disponibles potentiellement, travailler à leur remobilisation en lien avec ces activités des matériaux. Voilà, donc ça, c'est des pistes à l'heure actuelle. Hein, donc, parmi les sujets, on parlait aussi pour rebondir sur la question qui a été posée à plusieurs reprises là, avec EDF, par exemple. C'est un partenariat avec EDF sur la Dordogne qui est ancien, hein, donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites. La convention éclusée, je l'ai dit, donc toutes les actions qui sont menées dans le cadre de la convention éclusée sont suivies et accompagnées par EDF. La thèse a évidemment fait partie de ces actions. Elle a été cofinancée par EDF, qui avait un intérêt à appréhender l'effet de ces barrages et la part de l'effet de ces barrages par rapport à toutes les autres facteurs d'évolution de la rivière. Donc le programme IBD, je l'ai mentionné. Également, dans le cadre du LIFE, EDF est très intéressé par l'une des opérations qui concerne le barrage de Mozac, avec une opération de transfert de matériaux de la retenue vers des frayères à l'aval. Alors par voie mécanique, parce qu'il n'y a à ce stade aujourd'hui pas d'autres solutions envisageables, donc ce qui pose des tas de questions de coûts, de carbone, etc., mais qui nous a semblé en tout cas intéressant d'expérimenter, ne serait-ce que pour documenter et avoir un retour d'expérience très clair sur ces impacts et sur ces coûts et sur ces effets annexes, j'allais dire. Voilà. Donc le support du programme LIFE, là, il est pour nous un élément important de poursuite de ces études stratégiques, alors acquisition d'éléments de diagnostic ou éléments de réflexion stratégique. Parmi les partenariats, les partenariats stratégiques ou importants, très importants, on associe aussi, et on a un groupe de travail qu'on a appelé un comité exécutif, enfin un comité stratégique qui associe l'État, qui pour nous est un acteur extrêmement important. Alors, plus sur le domaine, puisque, j'ai dit tout à l'heure, Epidor est propriétaire du domaine aujourd'hui, donc la légitimité d'intervention sur le domaine public, elle n'est pas, enfin, là on l'a, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, de travail sur tous les contextes réglementaires qui peuvent être extrêmement déterminants sur ce type d'opération. Tout ce qui est le contexte réglementaire d'accompagnement de l'exploitation des barrages, des règlements des barrages. Il y a plein de questions différentes. Déjà, la contribution, par exemple, des opérateurs des barrages à cette gestion de l'aval, qui est aujourd'hui absolument pas obligatoire.
Alors, en termes de continuité sédimentaire sur des ouvrages comme le barrage de Monzac dont je parlais, il y a une certaine obligation, donc il y a un certain intérêt à ce que EDF y participe, mais pour ce qui est de l'impact sédimentaire de la chaîne amont sur le fonctionnement aval, aujourd'hui, il n'y a pas de cadre, en tout cas, qui aide en tout cas, à structurer ces partenariats avec l'opérateur des barrages. Aujourd'hui, on recherche, comme l'expliquait, comme le disait Bertrand, de la même façon que sur la Durance, des convergences d'intérêts. Mais il n'y a pas toujours des convergences d'intérêts sur tout, mais il y a des convergences d'enjeux, par contre. Et la principale institution qui est à même d'apprécier ces enjeux, c'est l'État, qui reste quand même le propriétaire des barrages, même si l'opérateur est un acteur excessivement important. Voilà. Bon, c'est l'essentiel de ce que je voulais vous dire sur la stratégie. Peut-être m'arrêter là, et puis, sauf si vous avez des questions. Oui, merci Olivier. Effectivement, on va laisser le temps aux questions. Cédric? Oui, je me demandais du coup pour l'association avec EDF ou même avec les carrières alluviales, est-ce qu'ils sont associés dans le live et cela dès le montage de la candidature ou en fait c'est un partenariat qui se met en place via le déroulé du live? Alors, pour ce qui est de l'UNICEM, ils sont associés dans le partenariat du LIFE. Ils sont bénéficiaires associés, ils sont porteurs d'action. Et ils sont porteurs d'action qui visent, d'une part, à former des questions des espèces invasives sur les travaux, sur les compétences à avoir en interne, sur les compétences en génie végétal, etc. Ils sont également partie prenante d'une réflexion sur, ou en tout cas, on s'appuie sur sur eux pour cette réflexion, éventuellement sur la remobilisation donc, de plaine alluviale. Donc, eux, ils sont directement partenaires du projet. Pour ce qui est d'EDF, c'est plus compliqué, c'est-à-dire qu'ils ne le sont pas, ils ne sont pas partenaires du projet, ils auraient pu, mais finalement, ils n'ont pas été, ils n'ont pas souhaité l'être, pour des raisons complexes, je pense, des raisons de positionnement qui évoluent au sein d'EDF. Il y a parfois des moments où ils sont ils ont plus de latitude, je pense, ou plus d'intérêt à rentrer dans ce type de projet ou pas. Aujourd'hui, il y a un partenariat technique, en tout cas, qui existe, mais qui se borne à ça pour ce qui est du programme LIFE. En parallèle du programme LIFE, la convention éclusée continue de fonctionner, des actions continuent d'être menées, des réflexions continuent d'être menées. Ok, merci. Une autre réaction, une demande de prise de parole? Intervention? Vous êtes plusieurs du coup à avoir parlé du transfert du DPF et là a été évoquée la légitimité d'action. Nous, il y a une portion qui est navigable, du coup ça reste VNF qui de toute façon est compétent et le reste c'est la DDT de Saône-et-Loire pour l'autre portion. Parce que, enfin, nous on s'est pas encore posé la question vraiment pour engager nos travaux, en tout cas pour les restaurations de morts ça n'a pas du tout été un problème. Pourquoi vous avez engagé ces démarches-là, du coup, de transfert? Alors, comment dire? On est sur la Dordogne, on avait 5 gestionnaires auparavant, donc BNF sur la partie aval, comme vous, et 4 DDT qui avaient des. C'était pas véritable, il y avait des logiques d'action qui étaient
des il y a disons que les actions qui pouvaient être menées sur le domaine, en général, l'État autorisait assez facilement à faire des choses. Ils n'amenaient pas particulièrement de moyens. Il n'y avait pas véritablement de problème. Je pense que la volonté de l'établissement de demander le transfert, elle a été plus, quelque part, c'est un positionnement de l'établissement, je pense. C'est assez structurant d'être opérateur sur l'axe principal. Ça a donné, je pense, une position à l'EPTB qui est plus légitime pour discuter avec les autres opérateurs, les syndicats notamment, qui étaient sur d'autres, sur lesquels voilà, il y a probablement plus de légitimité enfin en tout cas à assurer une certaine forme d'apport vis-à-vis d'eux. Et puis, c'est aussi un moyen d'impliquer, de responsabiliser probablement plus les élus de l'établissement sur les actions menées par l'établissement. Moyen d'implication quand même, de rentrer concrètement dans la mise en œuvre. C'est aussi un avantage maintenant, un intérêt de pouvoir réaliser des choses pilotes, démonstratives. C'est une chose de dire vous devriez faire comme ça, et c'est une autre chose de faire comme ça et de dire tiens, regardez, on a fait comme ça marche. Donc, ça a un caractère de terrain d'expérimentation qui est particulièrement intéressant pour nous. Ouais, merci beaucoup vraiment sur ce sujet de DPF. Je pense que ça vaut le coup, hein, peut-être qu'on fasse une petite réunion entre PTB et membres de l'ANEB, parce que ça fait un moment qu'on voulait le faire, mais sur les avantages, tout ça, ça peut être intéressant. Quelque chose qui me revient, il y a aussi quand même, il y avait une relative insatisfaction globalement de ce qui était fait par l'État. Parce que politique relativement passive et en gros, oui, il y avait une relative insatisfaction en disant l'État ne fait pas grand-chose et finalement, un outil des collectivités sera plus à même de travailler à quelque chose dont pourront plus, à des projets dont pourront plus profiter les collectivités riveraines. Merci pour ces précisions.